Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet douloureux pour moi, l'écriture en langue étrangère. L'écriture, c'est un sujet sensible pour beaucoup parce qu'on associe l'écriture à l'école, à tout ce qui peut être contraignant de l'école et surtout à du méta-apprentissage, c'est-à-dire au moment où l'on travaille sur notre langue plutôt que dans notre langue, quand on travaille notre écrit pour en étudier la grammaire ou autre, plutôt que s'exercer, que pratiquer concrètement la langue. C'est un sujet pour lequel j'ai mis vachement de temps à me décider sur comment je pourrais l'aborder avec vous. Pourquoi ? Parce qu'en fin d'année 2023, j'ai fait des tas de demandes par sondage pour connaître votre opinion sur le podcast, pour pouvoir l'améliorer et surtout recueillir vos envies. J'ai eu pas mal de messages, d'abord merci beaucoup, et des tas de demandes de sujets. On a presque tout traité jusqu'à présent. On a traité le sujet de la famille avec Heather, pour donner un autre point de vue que celui qu'on avait déjà abordé avec Tetsu Yang sur la famille. On a prévu un épisode sur Stephen Krashen qui sortira la semaine prochaine, qui est un sujet que vous avez beaucoup demandé, et un autre épisode aussi bientôt sur une notion qui s'en rapproche et qui vous intrigue aussi pas mal, celle de l'immersion qui sera traitée, elle, par Mathis, qui participe aussi au podcast. Bref, on vous a écouté, et ce sujet de l'écriture, il fait aussi partie de vos demandes. Mais c'est un sujet avec lequel moi aussi j'ai du mal, j'ai des difficultés, et j'ai attendu d'avoir un angle de vue assez intéressant et d'avoir mené une réflexion suffisamment aboutie pour vous revenir avec l'épisode du jour. Aujourd'hui donc, on va traiter la question de comment pratiquer notre écrit dans notre langue cible en commençant par une autre question que celle du comment. On va commencer par la question du quand. Quand pratiquer notre écrit parce que le quand va déterminer beaucoup de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une adepte de la méthode naturelle de Stephen Krashen que j'ai revue à ma sauce, donc les puristes pourraient être assez déroutés. Enfin bref, je me base quand même sur sa méthode naturelle, elle s'inspire du système d'acquisition des langues qui s'opère pour notre langue maternelle, avec l'idée de le reproduire fidèlement. Pour notre langue maternelle, bébé, on a d'abord écouté nos parents parler, on a parlé quand on a eu envie de le faire ensuite, et puis on a lu, puis écrit. Et c'est dans cet ordre-là que je travaille les 4 dimensions de mes langues étrangères. D'abord l'écoute, puis la parole uniquement quand j'en ai envie ou besoin, puis la lecture, et l'écriture arrive en tout dernier. C'est cette méthode que j'ai personnellement choisi de suivre, mais elle vous explique tout ce que je vais partager dans la seconde moitié de l'épisode sur comment je pratique. Parce que ça implique quoi ? Ça implique que quand je commence à travailler mon écrit, pour le faire évoluer, pour développer ma capacité de rédaction, eh bien, je sais déjà plein de choses. Je sais comment sonne la langue, je l'ai beaucoup écoutée. Je connais donc pas mal de mots de vocabulaire. Quand je commence à travailler l'écrit, j'ai déjà acquis 5000, 7000 mots dans cette langue. Je sais déjà faire des phrases puisque je pratique l'oral. Je sais la lire, donc je connais les structures de phrases pour les avoir lues et reconnues via la lecture. Je connais déjà la différence entre l'oral prononcé et la logique phonétique de l'écrit puisque je lis. Je connais les temps et les conjugaisons pour les utiliser à l'oral et pour les reconnaître pendant que je lis. Donc, j'ai déjà développé un sens de la grammaire sans l'avoir étudié consciemment. J'ai déjà utilisé des ressources authentiques qui me permettent d'utiliser des constructions utilisées par les natifs. Et mon écrit, quand je me mets à le pratiquer, j'ai déjà beaucoup de bagages. La mise en route est relativement facilitée. Ce scénario, c'est donc le scénario de mon italien, de mon espagnol. En tout cas, c'est ce que j'ai pu mettre en place pour ces 3 langues-là. Pour les langues plus exotiques ou rares ou ancrées dans une culture écrite, j'ai pas exactement la même logique de travail. Pour mon béarnais par exemple, l'application de cette langue elle est très différente. J'ai peu de contenu audio à écouter, mon immersion se fait majoritairement par l'écrit, et donc, pareil, avant de créer mes propres phrases, j'ai déjà acquis un stock de mots, un stock de choses que je sais reconnaître. Et donc, quand je me mets à travailler l'écriture, je me mets à travailler à partir de choses que je connais. J'ai déjà pas mal d'acquis. Et pour cette langue-là en particulier, le béarnais, je ne suis pas passée de l'input à l'output sans passer par la traduction. Donc en fait, je suis passée par la lecture, puis la traduction, et ensuite
l'écriture. En fait, tout ce blabla pour vous dire quoi? Pour vous dire que le moment où l'on décide de se mettre à travailler sur notre écrit n'est pas anodin. Parce que si on le développe trop tôt, c'est-à-dire un moment de notre apprentissage où on ne connaît pas beaucoup de mots, ou alors on n'a pas beaucoup de notions de contexte culturel, on ne connaît rien à la grammaire, eh ben on va avoir forcément une pratique différente que quelqu'un qui, comme moi, se met à l'écrit une fois qu'il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de capacité à converser déjà installée. Donc la question du quand, elle va peut-être définir le type de pratique qu'on va avoir. Comment est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour nous? Pour faire simple, pour reconnaître le meilleur moment pour travailler son écrit, il y a 2 solutions. Soit comme moi, tu connais les différentes méthodes pédagogiques et tu as ta propre méthode. Et elle a un ordre. On en parlait dans l'épisode dernier avec Mathis. Mathis, il n'a pas du tout le même ordre que moi, ce qui l'empêche pas de réussir parfaitement dans les langues. Et lui commence par de la grammaire. Et donc par de la reconnaissance de certaines structures. Et lui, il a une autre manière de travailler les langues. Et d'ailleurs, il la partage dans la newsletter qui a été envoyée pour annoncer la sortie de cet épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que pendant les prochaines semaines, il partage son propre avis et sa propre expérience sur le sujet de chaque épisode qui sera sorti. Mais lui, il a une autre façon d'ordonner. Donc soit, premièrement, je disais, tu as une propre méthode qui t'appartient. Et donc tu sais à quel moment tu vas développer ton écrit et presque que tu as déjà les livres qui sont achetés ou les ressources qui sont achetées pour supporter ta méthode. Soit ça n'est pas le cas, tu ne connais pas les différentes méthodes et à ce moment-là, pas de panique. Tu as un super indicateur qui peut t'indiquer le meilleur moment pour commencer à travailler ton écrit. C'est le moment où tu te sens frustré dans ta capacité à t'exprimer à l'écrit. La frustration de manière générale pour ton apprentissage des langues, c'est un indicateur génial. Si tu es frustré de ne pas pouvoir parler à quelqu'un, c'est le moment de travailler l'expression orale. Si tu es frustré de ne pas pouvoir envoyer des mails de manière autonome en anglais et d'être obligé de passer par un traducteur automatique pour le faire, eh ben, ça veut dire que c'est le meilleur moment pour travailler ta rédaction de mails en anglais. La frustration, elle est géniale parce qu'elle nous indique que maintenant, c'est le bon moment de bouger nos fesses dans un certain secteur de nos vies. A l'inverse, si tu vois que t'es pas frustré, eh bien tu vas toujours trouver un moyen de procrastiner parce qu'en fait la frustration est pas là et donc tu sais que tu n'as pas un vrai besoin de travailler cette zone de ton apprentissage. Donc profites-en en fait. Si tu es frustré de la qualité de ton écrit, tu sais que c'est le moment juste, c'est le moment parfait pour en faire ta priorité. Et la suite de l'épisode va te permettre de connaître quelles techniques de pratique peuvent te correspondre et quelle est celle que tu pourrais choisir pour la développer au mieux. Comment pratiquer notre écrit? Ouf, on a une foultitude de possibilités. Mais avant ça, j'aimerais répondre à cette question qui va t'aider à bien comprendre la question du comment, encore une fois. Il s'agit de pourquoi. Pourquoi ça peut être difficile de pratiquer son écrit? Une raison que je viens de te donner, c'est si le timing est mauvais. Si tu commences à pratiquer quelque chose pour lequel tu n'as pas vraiment envie de pratiquer. Et puis aussi, je te le disais, je pense que si on pratique trop tôt, qu'on connaît à peine 100 mots, qu'on connaît aucun temps de conjugaison, qu'on connaît même pas la prononciation de la langue, qu'on sait même pas comment l'écouter, on va être bloqué tous les 5 minutes, ou même toutes les 5 secondes, parce qu'on ne sera pas en mesure d'écrire du tout. Donc on va devoir recopier des phrases, ça va être très complexe. Je suis complètement ok pour dire que l'humanité n'a pas le profil à bénéficier comme moi de l'approche naturelle de Krashen, mais la question du quand, elle peut expliquer une difficulté à pratiquer. Si j'arrive pas à formuler une phrase de 5 mots, pour moi, selon mon avis personnel, c'est trop tôt pour développer mon expression écrite. Autre difficulté qui peut expliquer pourquoi c'est compliqué de développer l'expression écrite, et cette difficulté, c'est la mienne. Je suis ce qu'on appelle en anglais un social learner ou un apprenant social. C'est-à-dire que j'apprends très facilement dans une dynamique de groupe, mais rester en solo, bof. Je peux passer des heures à écouter des gens. J'arrive à parler une langue étrangère même à un niveau bébé parce que la pratique orale dans un contexte réel me stimule beaucoup. Ça me plaît. Lire aussi, ça me dérange pas du tout, surtout quand j'ai une pratique de lecture partagée avec d'autres. Mais déjà, c'est un peu moins mon dada. Et alors, l'écriture, qui est souvent une pratique solitaire, ça m'emballe carrément pas. C'est pourquoi les ateliers d'écriture ou les ateliers de pratique de journaling ou de tenue de journal, si je veux être très très correct dans mon français, en groupe, ça peut être hyper stimulant pour toi si tu as le même profil que moi et que te connecter avec d'autres personnes, c'est hyper important, c'est un élément motivateur, voire même crucial dans ton apprentissage des langues. Michelle de Heart of English qui était venue sur le podcast, elle propose par exemple des ateliers de journaling de gratitude de groupe
Et ça, c'est hyper stimulant, selon moi, pour pratiquer. Nadia Albinet, qui est une autre des invitées du podcast, elle propose des ateliers d'écriture de français, langue étrangère en groupe. Et ça aussi, c'est super, tu vois. Enfin, moi, je trouve que la dynamique de groupe, elle est très importante. Et si je l'ai pas, je passe pas à l'action. Donc cette autre difficulté, cette seconde difficulté, ça peut être la solitude de l'écrivain. Enfin, écrivain, on va peut-être pas s'emballer. En tout cas, la solitude de l'écriture. Il y en a que ça va mettre en confort d'avoir une pratique solitaire. Et d'autres personnes qui, comme moi, vont se sentir presque angoissées. Enfin, angoissées, on exagère un peu, mais ça touche à l'angoisse. En tout cas, ça va démotiver de se retrouver seul dans sa pratique de langue étrangère. Rentrons donc maintenant dans la question du comment je peux pratiquer mon écrit. Pour les pratiques solitaires, je vais te renvoyer à l'écoute de plein d'épisodes du podcast parce qu'on a déjà, au bout d'une 50aine d'épisodes, on a déjà pas mal de pistes. Dans l'épisode numéro 3, qui a été un de mes préférés pendant très longtemps, avec Jessica de Bulle de Français, elle nous délivre des techniques très concrètes de journaling introspectif. Donc ça peut être génial. Je t'invite fortement à écouter l'épisode numéro 3. Dans l'épisode numéro 7, avec Nadia Albinet de Soulamandier, on parle aussi d'une autre manière de concevoir la langue autre que pour parler, et donc on s'intéresse à l'écrit. Dans l'épisode numéro 13, avec Johanna Radomska de Walking Languages, on parle aussi de ses ateliers et de ses cours où là, elle t'invite à faire des marches en extérieur, mais pour y travailler aussi l'écrit. Dans l'épisode numéro 14 avec Jean-Yves Ponce sur les présentations en langue étrangère, on parle aussi bien de la mémorisation, de la présentation orale, que de la partie écrite, parce que ta présentation en langue étrangère, tu vas la travailler à l'écrit. Donc c'est un épisode qui pourra t'intéresser. Si tu es encore trop bébé dans ton apprentissage, et je vois rien de péjoratif, ça, encore trop débutant dans ton apprentissage, je pense que l'épisode numéro 40 avec Hélène Beslar sur les cartes mentales pourrait t'intéresser parce que c'est un moyen, c'est une étape préliminaire à celle de l'écriture, qui est le travail sur les cartes mentales qui peut t'aider. En fait, ça peut être un premier pas vers l'écriture. Mais cet épisode, je te le conseille vraiment et c'est une pratique compatible avec une activité solitaire. L'épisode numéro 43 avec Chiara sur ChatGPT, elle peut éventuellement t'inspirer sur une pratique solitaire, même si Chiara, elle l'utilise dans son activité de tutoring, de mentoring de langue, mais ça peut t'inspirer si toi, tu es un apprenant solitaire. Et sinon, c'est pas exactement de l'écrit dans le sens de rédaction, mais ça s'en rapproche. Je t'invite à l'écoute de l'épisode numéro 23 avec Luca Lampariello sur la traduction bidirectionnelle, parce que la traduction, comme les cartes mentales, ça peut être une étape préliminaire à la rédaction. Et maintenant, je vais te parler de mes propres pratiques. Parce qu'en fait, si j'aime les langues étrangères, je te le disais, c'est parce que je suis connectée à des gens et donc toutes mes pratiques ont été développées dans ce sens, dans le sens de la connexion avec d'autres êtres humains, dans le fait de recevoir des feedbacks immédiats, y compris dans ma pratique de l'écrit. J'ai adapté chacune de mes pratiques au contexte d'apprentissage de mes langues. Donc je vais faire comme ça au niveau de mon plan. Je vais d'abord te parler de ce que j'ai fait pour mon anglais, puis pour mon italien, puis pour mon espagnol, puis pour mon béarnais, parce que c'est des histoires différentes. Et ensuite, tu verras peut-être si l'une ou l'autre des pratiques que j'ai développées peuvent t'inspirer pour tes propres langues étrangères. Commençons avec l'anglais. L'anglais, c'est une langue pour laquelle j'ai eu longtemps très peu besoin de l'écrit. D'abord parce que j'avais surtout besoin de faire de l'accueil oral, donc des visites guidées, de l'accueil de partenaires anglophones. 90% des personnes avec qui je parle anglais dans le cadre de mon travail sont des personnes qui ont également l'anglais en tant que langue seconde. Donc j'ai très peu affaire à des natifs. J'ai un anglais simple parce qu'il peut être compris des gens de toute nationalité. Je te dis, je parle avec des Malaisiens, avec des personnes qui viennent un peu de partout. Et donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un anglais très développé. Et même si je le développais de trop, ça me desservirait parce que je serais moins comprise de l'ensemble des gens à qui je m'adresse. Donc finalement, mon niveau d'anglais, il est volontairement peu... Il est peu subtil, il est peu élaboré, il est presque grossier, mais ça sert le niveau touristique dont j'ai besoin. Donc je peux animer des réunions d'anglais, je peux parler de mon travail, etc. Comment j'ai pu développer mon écrit? J'ai développé mon écrit d'anglais, toujours pour servir mes objectifs professionnels, grâce à une plateforme de MOOC. J'ai commencé par faire tous les MOOC qui touchaient à la linguistique disponibles sur une plateforme qui s'appelle FutureLearn et que je recommande à 1000%. Outre le fait que je trouve qu'il y a une ergonomie d'interface extraordinaire, que c'est la seule plateforme de MOOC qui me donne envie d'aller au bout des MOOC, il y a des choses très intéressantes. Ce que j'ai fait quand j'ai fait mes MOOC, d'abord j'étais hyper engagée dans le contenu, je lisais à voix haute les textes qui étaient mis, c'est assez holistique dans l'approche parce que tu as des contenus audio donc tu vas écouter.
Moi, je lisais à l'oral pour améliorer ma prononciation en anglais, tous les contenus textuels, et tu as plein de travaux à rendre. Tu as des tas de textes à produire, tu as des tas de choses à créer au niveau rédactionnel. Et le fait de mélanger lecture et écriture, parce que n'oublions pas qu'il y a un transfert de compétences entre l'écriture et la lecture, voilà, tout n'est pas cloisonné non plus. Donc le fait de lire à voix haute, de mémoriser, d'être soumise à tout un tas de vocabulaire, pour le coup plutôt universitaire. Et encore une fois, je te dis, ça allait avec mon utilisation de l'anglais, et à produire des textes sur des sujets qui me passionnent et qui relèvent de mon champ professionnel, ça m'a permis de développer l'écrit dans le contexte qui est le mien et dont j'ai besoin en fait. Encore une fois, je serais en Angleterre, j'aurais besoin de développer de l'humour anglais, ou j'aurais besoin de développer des connaissances culturelles précises. Voilà, je te conseillerais pas d'aller sur une plateforme de MOOC. Par contre, si tu as besoin de développer ton écrit pour être capable de parler de ton champ professionnel, eh ben les MOOC, ça peut être un super support pour développer ton écrit, surtout les MOOC où tu as des travaux à rendre, où tu vas avoir du feedback, où tu vas pouvoir donner du feedback. Parce que là, dans certains MOOC, on doit réagir au travail d'une autre personne. Et d'ailleurs, tu vas me retrouver aussi personnellement dans les commentaires des MOOC parce que c'est une plateforme qui amène beaucoup à l'interaction, notamment à l'interaction écrite. Quelque chose qui peut s'en rapprocher, ça va être les forums Reddit. Encore une fois, sur des sujets qui te servent. Tu as besoin de développer ta capacité à réagir, à communiquer, à donner ton opinion. Rien ne vaut les forums Reddit. Pour mon italien, comment j'ai commencé à développer mon écrit? L'italien, c'est une langue que j'ai apprise hyper rapidement. Et j'ai commencé à développer mon écrit via WhatsApp. Comment je faisais pour communiquer? On communiquait avec moi dans le cadre professionnel via WhatsApp et donc je lisais les messages qui m'étaient envoyés. J'étais assez dans l'imitation si tu veux. Comme j'avais des messages de collègues qui m'écrivaient en italien, voilà, si quelqu'un me disait quelque chose, je reprenais un peu la formulation de la personne. J'avais tendance à copier mon interlocuteur et j'étais déjà dans des échanges écrits. Les premiers échanges, tu t'en doutes, j'ai utilisé un traducteur automatique quand j'en avais besoin. Souvent, je comprenais par le contexte. Mais très rapidement, j'ai pris le risque, parce que c'est un risque qu'on prend, de formuler moi-même mes messages et de les renvoyer. Et j'ai alterné avec des messages vocaux, j'ai très très vite fait du vocal, et des messages écrits. Mais mon terrain d'exploration de l'italien, ça a été dans des groupes WhatsApp. Parce que j'avais déjà des vrais échanges avec des collègues, que j'avais des échanges avec des collègues qui étaient hyper à l'aise avec le fait que l'italien ne soit pas ma langue maternelle, mais que je l'apprenne. Donc qui préféraient que je leur envoie des messages avec mon italien tout cassé au départ, plutôt qu'on passe par l'anglais, qui ne se formalisaient absolument pas sur le fait qu'il y ait des fautes dans mes messages, qui ne les corrigeaient pas forcément. Et donc j'ai très vite joué le jeu de je copie un petit peu le type de phrase, et donc le niveau de langue et le registre de langue de la personne qui m'écrit. Ça, c'est mon histoire avec l'italien. Si toi, tu n'es pas dans le cadre où tu as des collègues, tu peux toujours essayer de rejoindre des canaux. Alors, des canaux WhatsApp. Maintenant, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Communauté. Si tu as Telegram, tu as des groupes Telegram. Tu peux trouver des groupes Telegram dans une langue où tu peux intervenir. Souvent, les canaux Telegram, on ne peut pas intervenir. Mais tu peux copier le style d'écriture qu'il y a dans les messages. Encore une fois, si ça s'adapte au champ d'application de la langue que tu apprends. Donc, le champ du canal ou le groupe WhatsApp, ça peut être quelque chose dans lequel tu peux t'exprimer. Et tu as, sinon, dans ce genre de registre de petits messages écrits et d'interactions écrites où tu copies le style de la personne qui t'écrit, c'est quelque chose que tu peux totalement développer avec les applications de tandem linguistique comme Tandem tout simplement, HelloTalk, etc. Et c'est quelque chose qu'on développe dans notre épisode de podcast qui est programmé pour dans 15 jours. Donc encore une fois, le texto, le message écrit via WhatsApp, via les groupes, via les applications, c'est un champ de pratique de l'écrit très facile au départ parce qu'on va faire des phrases courtes. Et ça, c'est intéressant si tu as besoin de connaître les expressions idiomatiques, le mode de communication informel entre les gens. Donc ça n'a rien à voir avec le MOOC. Mais moi, j'avais besoin, je vivais en Italie, d'avoir cette capacité à communiquer de manière informelle avec les gens. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à développer mon italien là-dedans. Ensuite, j'ai amélioré ma capacité à écrire de manière un petit peu plus élaborée en lisant des livres, mais c'était pas mon premier besoin. Mon premier besoin, c'était de parler de manière hyper rapide. Les Italiens sont extrêmement réactifs par texto, ils envoient des textos hyper facilement.
Et donc moi je devais savoir comment faire et j'ai beaucoup utilisé l'imitation, même au départ quand je comprenais pas les interactions. Les Italiens ils m'envoyaient des messages de buongiorno le matin, bonjour le matin. Au début j'étais mais qui sont ces gens bizarres qui m'écrivent tous le matin pour me dire bonjour comme si on était des amants? Ça se fait beaucoup. Et en fait je copiais sans me poser trop de questions le type d'écriture de la personne. Donc voilà, ça a été mon développement de l'écrit en italien. Pour l'espagnol, ça ressemble assez. Ça ressemble assez à ça. Quels ont été mes premiers messages en espagnol? Je pense que c'est aussi des textos parce que j'ai habité dans un immeuble où j'étais en locataire, pour lequel il y a eu pas mal de travaux. Et tous les employés qui avaient été envoyés par mon propriétaire étaient des employés espagnols qui ne parlaient pas ni français ni anglais. Donc une fois qu'ils étaient chez moi, parce qu'il y avait des problèmes de plomberie, il y avait des trucs, il y avait des tas de travaux à faire, une fois que tous les employés étaient chez moi dans ma maison, si je trouvais pas un moyen pour les comprendre en espagnol, pour échanger des textos directement avec eux en espagnol pour gérer les travaux, ben j'étais perdue. Donc j'ai alterné entre utiliser DeepL pour échanger avec eux et puis m'adapter à leur manière de communiquer. Si j'utilisais tel mot pour décrire ma chaudière, ben je reprenais le même mot, etc. Je m'inspirais pas tant du dictionnaire que de leur propre manière de parler. Donc pour l'espagnol, c'est un petit peu ça. Comment je le développe aussi l'écrit? Je le développe parce que régulièrement le samedi, j'ai des réunions avec des personnes qui sont d'Argentine dans le cadre du travail. Et je n'ai pas un niveau à l'oral suffisamment élevé pour aller finement dans des notions, dans des notions fines. Si tu veux, je dois développer des mots de vocabulaire sur le corps humain, sur les postures, sur des ressentis, enfin... Quand on parle et qu'on fait nos présentations à l'oral, mon niveau d'oral n'est pas assez bon pour que je puisse exprimer tout ce que j'ai à exprimer. Et comme on est un groupe international, tous les natifs ont décidé que les personnes qui, comme moi, étaient étrangères, donc il y a des personnes du Japon, il y a des personnes... Enfin, je suis la seule française, mais il y a des personnes d'autres pays, on a décidé de mettre en place quelque chose de simple. On a mis en place un process entre nous. Nous autres non-natifs, donc mon collègue du Japon entre autres, moi, etc., on doit rédiger un texte qui prend 2 minutes à peu près à être lu et quand on s'adresse à nos collègues, au moment où on fait le tour de table, chacun de nous autres étrangers, on copie-colle le texte qu'on a préparé et on le lit. Et là, on nous corrige bien volontiers parce que l'équipe a envie qu'on s'améliore en espagnol. Enfin, c'est une équipe d'Argentine qui est d'une générosité, de temps, de conseils. C'est extraordinaire. Je te dis, je suis dans un groupe où l'idée, c'est pas un cours de langue, hein. On est en train de parler de physique, de danse, de muscles, tu vois, bref, on est en train de parler de sujets divers et variés, mais ils prennent le temps de nous faire un feedback immédiat sur nos constructions de phrases, donc ça c'est génial. Et le fait de produire un texte pour qu'il soit lu, pour présenter à mes collègues, ça me stimule beaucoup. Donc ça, c'est mon fonctionnement pour l'espagnol actuel. J'ai souvent des réunions le samedi. Pendant la semaine, je dois prévoir un texte en espagnol qui va être lu à ces personnes qui vont me faire un feedback immédiat. Mais donc cette pratique, elle s'est faite de manière naturelle, c'est-à-dire que ça a été une proposition qui a été faite par l'animatrice de réunion de notre groupe de travail. Elle l'a choisie elle-même, elle l'a choisie pour moi et pour tous les autres étrangers parce que c'est mon collègue japonais qui avait commencé à mettre ce système-là en place et ça s'est fait presque tout seul, tu vois. Et je vois qu'il y a un jeu de travail assez intéressant, un jeu de ping-pong entre le travail de l'écrit et le travail de l'oral, puisqu'en fait là, mon écrit, je le travaille beaucoup plus tôt qu'avec mes autres langues, mais je le travaille naturellement, ça s'est imposé pour que je puisse être capable de parler de notions beaucoup plus précises à l'oral parce que j'en ai besoin dans un contexte pro. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'est décidé tout seul. Et c'est pas du tout la même histoire avec mon béarnais. Le béarnais, c'est une langue que j'apprends pour des raisons diverses et variées, pour des raisons militantes, pour des raisons politiques, pour des raisons de tests linguistiques, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui apprennent des langues plus exotiques que les langues classiques, et je veux être capable de vous accompagner, donc c'est aussi pour vous que je le fais. Et mon travail avec l'écrit en béarnais, il intervient beaucoup plus tôt encore qu'avec l'espagnol, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre... Enfin, je travaille mon écrit presque en même temps que mon oral en béarnais. Donc je maîtrise pas encore la prononciation béarnaise très bien. Pourquoi? Notamment parce que dans les langues régionales, ou dans cette langue régionale, il y a beaucoup plus de culture de l'écrit que de culture de l'oralité. L'oral ou les applications orales sont beaucoup plus restreintes. Elles vont arriver beaucoup dans les familles, ce qui n'est pas le cas dans ma famille. C'est plus quelque chose que je vais avoir en réunion et c'est majoritairement de l'écrit que je fais.
Je dois être capable de lire des mails qu'il y a entre des locuteurs béarnais, capable d'écrire, capable de lire. Et donc, ça intervient dans le cadre de la traduction. Mon premier rapport à l'écriture en béarnais, ça va être de la traduction. Et là encore, c'est le contexte qui définit ma pratique de l'écrit. C'est le fait que le béarnais a des champs d'application écrits plus importants que des champs d'application orales, naturellement, et pour ma part. Ça intervient dans le fait qu'il y a beaucoup plus de ressources écrites que de ressources orales. Et ça intervient aussi dans le fait que ce que moi j'ai besoin de développer pour le béarnais, in fine, c'est une grande capacité de lecture. Et je pense que mon russe que j'ai commencé aussi, parce qu'il a un autre alphabet, va imposer un autre champ de pratique de l'écriture aussi, parce qu'il y a aussi à distinguer l'écriture tapuscrite de l'écriture manuscrite. Et donc, comment maintenant tu peux harmoniser ta pratique de l'écriture avec tes autres pratiques, donc orale, d'écoute, etc., et avec tes autres objectifs. Parce qu'en réalité, la conclusion de cet épisode, c'est ça. Il va falloir que tu personnalises ta pratique de l'écriture. Parce que l'idée, ça n'est pas que tu prennes un livre de grammaire que tu aimes bien et que tu suives bêtement ce livre de grammaire. La pratique de l'écriture, c'est prendre en compte tes besoins et prendre en compte donc tes besoins avec cette langue, mais aussi tes besoins en tant qu'apprenant. Toi, en tant qu'apprenant, est-ce que tu as besoin de travailler tout seul tranquillement dans ta chambre et à ce moment-là, tu as des milliers de possibilités avec le journaling, la tenue de journal, tu as des milliers de façons de le... Enfin, des milliers, faut peut-être pas déconner, mais en fait des centaines de façons de diversifier ta pratique de l'écriture. Soit tu as besoin de te connecter avec des gens et alors tu vas devoir trouver un moyen de rajouter dans ton équation à chaque fois d'autres personnes. Je vais te donner un exemple très concret avec le béarnais. Pour mon béarnais, j'ai décidé de suivre une méthode, un livre qui s'appelle Comprendre, lire, écrire et parler le béarnais. Donc c'est une méthode, donc c'est un livre papier avec des chapitres, avec 21 chapitres. Comme je sais que j'aime pas apprendre toute seule avec un bouquin, voilà, moi ça me déprime, je me suis dit, ok, je vais lancer un marathon en créant un groupe WhatsApp et en rajoutant avec moi 2 autres personnes. Mais simplement d'être 3 apprenants et de faire et de suivre cette méthode dans une notion de challenge en s'écrivant tous les jours, déjà ça m'aide à aller au bout de ce bouquin. Le fait d'avoir mis 2 autres êtres humains dans l'équation, on en parlera dans les épisodes sur le béarnais, ça a tout changé. Mais c'est au départ en suivant un support écrit tout simple. Voilà, donc je veux que tu prennes en compte que tu as toi aussi tes modes d'apprentissage qui vont te stimuler plus que d'autres et que tu peux toujours aménager. Tu vois, moi j'ai aménagé un bouquin que je trouve très bien avec un groupe WhatsApp que j'anime moi-même. Ensuite, harmoniser ta pratique de l'écriture avec tes autres pratiques, c'est aussi te poser la question de il faut que j'identifie pourquoi j'ai du mal à écrire en ce moment. Pourquoi j'ai du mal à développer ma pratique. Est-ce que c'est parce que je commence à vouloir écrire alors qu'il me manque tout? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez d'acquis dans mes autres dimensions de la langue? Est-ce que le timing est le bon ou pas du tout? Et ensuite, pour adapter ta pratique de l'écrit avec tes objectifs, il faut toujours que ça te serve. Pourquoi j'ai besoin de telle langue dans ma vie? 90% de mes écrits, c'est des mails. Ah bon, je vais me concentrer sur une pratique épistolaire en fait. Moi, je vais être capable, comme Fabio Serpelloni, qui est un natif de la langue italienne, d'écrire des romans en anglais. Et donc, j'ai besoin de travailler mes compétences écrites en anglais pour devenir écrivain ou pour écrire un livre. Et à ce moment-là, écoute, rien de plus ou rien de mieux que de prendre des cours de copywriting directement en anglais, de trouver une plateforme qui va t'aider à travailler ton écrit. Il y a des tas de plateformes de cours magnifiques dans la langue que tu apprends, par exemple. Je pense que on oublie à quel point on peut être créatif dans notre pratique de la langue et c'est pour ça que dans le Polyglot Booster, j'ai créé un outil qui est 101 activités pour pratiquer la langue. C'est l'outil que j'ai mis le plus de temps à créer, qui est vraiment assez développé et qui va vous donner plein d'idées sur comment je peux pratiquer ma langue. Parce qu'il y a des centaines de manières de pratiquer la langue. Et ce qui est le plus passionnant, c'est de détourner des supports qui sont prévus pour les natifs et de l'utiliser dans notre propre pratique des langues. Par exemple, mon frère aîné adoré qui m'a offert un livre, un très joli livre, un livre de John, je ne sais même pas prononcer, John Jantz. Et c'est un livre qui s'appelle The Self-Reliant Entrepreneur. C'est 366 méditations quotidiennes pour nourrir ton âme et développer ton business. Et donc, ça se présente vraiment comme un journal. Tu as des questions, challenge question, des questions challengeantes chaque jour et un sujet à méditer. Et donc, il m'a offert ça pour que je puisse journaler en anglais. Il se trouve que j'y arrive pas encore une fois parce que moi, j'aime pas faire un truc toute seule.
En tout cas, dans la pratique de mes langues étrangères. Ça aurait pu être un super support. Il suffirait que je me crée un espèce de petit book club avec ne serait-ce que 2 copines pour que ça devienne un support extraordinaire de pratique de mon anglais. Faire un groupe avec des gens, c'est toujours cool parce qu'il y a une partie où on va se parler à l'oral. Je ne l'ai pas abordé ici dans cet épisode, mais c'est dans les autres épisodes que je t'ai cité une longue liste d'épisodes, surtout celui avec Léa English, elle te donne la méthode de après comment je fais avec mon dictionnaire pour avoir du feedback. Ce que je trouve chouette quand on fait des groupes, même quand on fait des groupes que d'apprenants, c'est de pouvoir se donner des feedbacks. En gros, dans ta pratique, ce qui est important de faire à chaque fois, c'est 1. Vérifier que ce soit le bon moment, et ne pas attendre que ce soit le moment parfait non plus. Et après, sois créatif, tu as une foultitude de possibilités qui s'offrent à toi, et choisis celle qui va dans le sens qui te sert, tu vois. Et n'oublie jamais que ton écriture se développe aussi avec ta lecture. Et donc à chaque fois que tu passes du temps à lire, à chaque fois que tu es en contexte de lecture, tu es en train de développer ta capacité à connaître des structures grammaticales, ton sens de la grammaire instinctif avec la langue, tu développes ton rapport à la langue déjà avec beaucoup de lecture. Mon Dieu, j'espère que j'ai pas été trop brouillonne. Et si tu es encore bloqué parce que cet épisode répond pas à ton cas particulier, je vais aussi mettre dans la description de cet épisode un lien pour que je puisse t'offrir des conseils personnalisés complètement gratuitement. Si tu m'envoies un petit audio en me posant une question particulière, en acceptant que ta voix elle passe dans le cadre d'un épisode de podcast, moi je serais ravie de faire des épisodes qui soient comme des sessions de coaching ou des sessions de mentorat. Si vous me posez une question particulière en me disant Coralie, dans ton épisode 51 tu parles de l'écrit, mais moi je suis dans telle situation, etc. Quels sont tes conseils? Comment est-ce que je pourrais développer ma pratique de l'écrit dans ce contexte précis? Et moi je pourrais y répondre dans un épisode de podcast. Je serais ravie de le faire. Donc si vous voulez participer au podcast, soit parce que vous êtes un expert, soit parce que vous avez envie de recevoir un conseil complètement personnalisé, eh bien n'hésitez pas à utiliser ce lien. Encore une fois, c'est complètement gratuit, c'est dans le cadre de la création de ce podcast. Et je vous dis, l'écriture, moi aussi, c'est un sujet pour lequel j'ai dû être assez créative et imaginative et suivre aussi le flow en fait, ne pas vouloir tout le temps reproduire ce que j'ai fait pour une langue avec une autre. C'est aussi la compétence pour laquelle je m'accorde le plus de patience parce que je progresse plus lentement, tout simplement parce que je pratique moins facilement que les autres dimensions de la langue. Mais je connais la difficulté qu'on peut avoir quand une dimension n'est pas une dimension qu'on aime travailler, alors autant rendre le process le plus charmant possible. Et en ce sens, j'espère que l'épisode t'aura donné plein d'idées. Sur ce, je te souhaite de tendres moments d'écriture, qu'ils soient partagés ou non, et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.